Salut! Aimerais-tu monter dans le train le plus rapide du monde? Imagine-toi en train d'attendre ton train sur le quai. Une grosse rafale de vent souffle soudainement et les chapeaux s'envolent. Ceci a été provoqué par le train le plus rapide du monde, qui vient de passer devant toi à plus de 600 km/h sans faire de bruit. Comment? C'est le SC Maglev, développé par la compagnie des chemins de fer japonais. Il a établi un nouveau record mondial de vitesse et il reliera les plus grandes villes du Japon, soit Tokyo, Nagoya et Osaka. Le trajet complet prendra 67 minutes. Ce train pourrait donc faire le voyage de New York à Washington en seulement 1 heure. C'est plus rapide que de s'y rendre en avion. En plus, le train ne ferait pas de bruit et ne polluerait pas l'atmosphère. En même temps, il n'a même pas de moteur. Et comme ce train lévite dans les airs et ne touche pas le sol, il n'y a pas non plus de roues ni de rails. Tu veux savoir comment ça marche? Je vais te le dire. Regardons sous sa carrosserie. Tout ce que ce train utilise pour se déplacer, ce sont des aimants. Ou plutôt, des aimants supraconducteurs. Ce sont des choses ovales. Qu'ont-ils de si spécial? Si on fait passer un courant électrique à travers, ils créeront un champ magnétique puissant autour d'eux. On le voit sur ces lignes. Et plus le courant est puissant, plus ce champ magnétique le sera. Mais le courant électrique chauffe progressivement l'aimant, ce qui réduit son efficacité et affaiblit le champ magnétique. La température élevée de l'aimant crée une plus grande résistance au courant. Un chargeur de téléphone ordinaire fonctionne de la même manière. Le câble peut chauffer quand tu charges ton téléphone, car il crée une légère résistance au courant électrique, comme les électroaimants du train. La solution est donc de refroidir cet aimant pour le transformer en supraconducteur. Mais on doit le refroidir à une température de moins 264 degrés Celsius. C'est quasiment la température de l'espace. Mais c'est à cette température que l'aimant ne résistera plus du tout au courant électrique. C'est pourquoi on l'appelle un supraconducteur. Le principal avantage de ce phénomène est qu'il n'est pas nécessaire d'alimenter l'aimant en courant électrique en permanence. Il suffit de charger l'aimant une seule fois. Ensuite, le courant circulera indéfiniment dans l'aimant et le champ magnétique sera stable. Mais comment atteindre une température si basse? On utilise un réservoir d'hélium liquide. Cette substance glacée circule dans le boîtier autour de l'aimant et le refroidit. Ce faisant, l'hélium s'évapore et passe dans une sorte de réfrigérateur qui le refroidit et le comprime pour lui redonner son état initial. L'hélium redevenu liquide est alors renvoyé dans le réservoir. Mais même cela ne suffit pas à maintenir l'aimant dans un état de supraconduction. Les ingénieurs ont donc ajouté un autre bouclier thermique. C'est une sorte de boîtier dans lequel circule de l'azote liquide qui utilise le même cycle que l'hélium liquide. De tels blocs, constitués de 4 aimants supraconducteurs et d'unités de refroidissement, sont ainsi installés sur toute la longueur du train, de chaque côté. Ils ne représentent que la moitié de la force qui déplacera le train. L'autre moitié se trouve dans les rails de guidage. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des électroaimants en forme de O sont montés sur les côtés du rail de guidage. Leur polarité alterne continuellement entre le nord et le sud, comme la polarité des aimants à l'intérieur du train. Maintenant, mettons le train sur le rail de guidage. Tu peux voir que les aimants à l'intérieur du train et du guide sont au même niveau. Alors, comment faire bouger un train sans moteur? Nous savons que les pôles opposés des aimants, le nord et le sud, s'attirent.
et que deux pôles identiques, comme le nord et le nord, se repoussent. Ces flèches montrent les forces d'attraction et de répulsion des aimants. Toutes les forces ici sont dirigées en diagonale. Donc la force résultante est dirigée vers l'avant et le train commence à avancer. Maintenant, le train doit inverser la polarité de ses aimants. Pour ce faire, il faut changer le sens du courant électrique à l'intérieur des aimants. Là encore, on utilise les forces d'attraction et de répulsion entre le train et le rail, et le train continue à avancer. Le conducteur peut régler la vitesse du train en changeant la polarité des aimants. Plus le nord et le sud s'inverseront, plus le train ira vite. Mais pourquoi le train ne tombe-t-il pas au sol? C'est là l'aspect magique de ce train, la lévitation. Beaucoup de gens pensent que le train ne touche pas le sol car la partie inférieure du train est un aimant géant, tout comme le rail, et qu'ils se repoussent l'un l'autre. Ce n'est pas vrai. Ce sont les aimants situés sur les côtés de la voie de guidage qui font tout le travail. Ce sont les mêmes aimants en forme de O, sauf qu'ils sont tordus de manière à ressembler à un 8. Imagine que les deux aimants situés de chaque côté du train constituent un seul aimant géant, le nord à gauche et le sud à droite. Quand le train avance, il flotte entre ces aimants en forme de 8. Mais la force de gravité le fait descendre. Mais le champ magnétique du train charge cette bobine en forme de 8 et un courant électrique s'y déplace aussi. Du coup, la boucle supérieure de l'aimant passe du nord au sud et la boucle inférieure du sud au nord. Les aimants interagissent alors et la force résultante est dirigée vers le haut, donc le train s'élève. La même chose se produit lorsque le train monte trop. La boucle supérieure redevient nord et la boucle inférieure redevient sud. La force résultante est alors dirigée vers le bas et le train descend. Cela se produit tout seul grâce aux lois de la physique. Le train continue alors à avancer, flottant au-dessus du rail à environ 10 cm de hauteur, soit la taille d'un tube de dentifrice. Donc le train ne peut léviter que lorsqu'il se déplace. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il s'écrase sur le sol une fois arrivé en gare. Le maglev a des roues normales pour le soutenir lorsqu'il est à quai et le temps de prendre de la vitesse. Elle se rétracte ensuite à 150 km/h, comme un train d'atterrissage, et le conducteur ne les abaisse que lorsqu'il doit s'arrêter à la prochaine gare. Mais sans roue, il ne peut pas tourner, non? Eh bien, si. Là encore, cela se fait grâce à la voie de guidage et à ses bobines en forme de 8. Elles sont connectées les unes aux autres sous la surface du rail de guidage. Lorsque le train se déplace vers la droite, ses aimants chargent les bobines. Mais comme les aimants du train sont plus orientés vers la bobine de droite, celle-ci se trouve plus chargée, et le champ magnétique y est beaucoup plus fort. Cela crée une force qui repousse le train vers le centre de la voie de guidage. La même chose se produit si le train se déplace vers la gauche. La bobine se charge et le champ magnétique repousse le train vers le centre. Ding ding, la cloche sonne et le maglev quitte la station de Tokyo. Il accélère jusqu'à ce que le champ magnétique lui permette de léviter. Le conducteur relève les roues et augmente la vitesse. Le train inverse la polarité de ses aimants en une fraction de seconde et le train accélère. En 1 heure, le train arrive à destination. Le conducteur ralentit la machine et le champ magnétique s'affaiblit. Il est alors temps de sortir les roues, le train atterrit et commence à ralentir. Mais une technologie si avancée doit avoir quelques désavantages, non? Eh bien, oui. Le premier est la taille. Le maglev est assez petit et peut donc transporter moins de passagers. De plus, les rails peuvent changer la direction d'un train en quelques secondes. Mais pour changer la direction d'une voie de guidage de maglev, il faudrait une technologie plus coûteuse et plus lente. Aussi, sur le même tronçon, les trains à grande vitesse sur rail peuvent circuler toutes les 3 minutes
contre 10 pour le maglev. Un autre problème est l'aérodynamisme. Plus le train va vite, plus il est difficile de fendre l'air. À 300 km/h, le maglev et les autres trains super rapides utilisent à peu près la même quantité d'énergie. Mais au-delà de 500 km/h, le maglev consomme 4 fois plus d'électricité. Étant donné le petit nombre de passagers du train, les billets seront donc beaucoup plus chers que ceux des trains conventionnels. De plus, le maglev ne peut pas fonctionner sur des rails conventionnels et les ingénieurs devront construire un tout nouveau réseau de guidage et creuser de nombreux tunnels, ce qui rendra ce projet encore plus onéreux. Alors, pourquoi le Japon aurait-il besoin d'une solution aussi coûteuse et peu pratique? Pour plusieurs raisons. La première est l'activité sismique. Le Japon est le théâtre de nombreux tremblements de terre, et les rails traditionnels sont souvent endommagés. Un tremblement de terre peut détruire toute l'infrastructure en quelques minutes seulement. Les rails de guidage du maglev seront posés plus loin de la côte, dans la zone dite verte, là où les tremblements de terre ne seront plus une menace. Et la raison principale, ce train reliera 3 villes très peuplées en moins d'1 heure. Il apportera d'énormes opportunités à la croissance économique et pourrait rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Le Japon envisage aussi de vendre ce train à d'autres pays. Tu aimerais avoir un tel train là où tu vis? Si oui, vers quelle destination irais-tu en premier? Écris-le dans les commentaires.